Mesdames, Messieurs, merci d'écouter Radio Guinée. Nous émettons de Conakry en Afrique de l'Ouest. Bienvenue dans cette édition de Guinée Soir dont voici le sommaire. Bientôt, une base de données routières en Guinée. Elle fournira cette base de données en temps réel les informations sur l'état de nos routes. 30 jeunes cadres du ministère des Travaux publics étaient sur le terrain pour relever les informations sur 7000 km. Parler du sexe à l'école est encore un tabou en Guinée et c'est pour briser ce tabou donc que des encadreurs responsables du système éducatif suivent une formation à Kindia. Les travaux sont présidés par le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation. En Mauritanie, il y aura bel et bien un référendum sur le projet de révision constitutionnelle. Le président l'a annoncé mercredi. Le projet adopté par l'Assemblée nationale a été rejeté par le Sénat. Le projet prévoit, rappelons-le, de changer le drapeau national et de supprimer le Sénat. Barack Obama brise le silence pour défendre son projet d'assurance maladie. L'ancien président a même adressé une sévère mise en garde contre les élus républicains. Ces derniers s'apprêtent donc à voter contre le projet Obamacare. Voilà, mesdames, messieurs, ce sont là les titres de cette édition de Guinée Soir, une édition qui vous est présentée par Ali Moussouare et David Yambouno. Fatoumata Kamara aux opérations techniques assure la mise en onde. Bienvenue à vous. Nous commençons par l'audience du chef de l'État, le président de la République. Professeur Alpha Condé a reçu en audience ce jeudi une compagnie japonaise. La délégation est conduite par le directeur général de Toray Industries. Cette compagnie japonaise est venue faire un don d'équipement contre les épidémies en Guinée. Compte rendu Abdul Karim Kondi. C'est une compagnie japonaise qui est venue faire le compte-rendu au président de la République, professeur Alpha Condé, du don de la compagnie de 10 000 équipements contre l'épidémie. Ce don, qui sera remis à l'Agence nationale de sécurité sanitaire, rentre dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre les deux pays. Le Japon a fortement contribué dans la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola qui a fait des milliers de victimes en Guinée. Toru Mushikawa, chef adjoint de mission à l'ambassade du Japon en Guinée. Cette mission a fait tout d'abord un compte rendu de leur activité, leur séjour. Particulièrement, ils vont, après cette rencontre, ils vont organiser une cérémonie de remise de dons de 10 000 équipements individuels de protection pour utiliser lutte contre l'épidémie. Le président a félicité et a apprécié leur contribution. On a aussi discuté de futures collaborations entre la Guinée et le Japon dans le domaine que la compagnie Toray peut contribuer. Toray est une compagnie japonaise très connue au Japon dans l'industrie de chimie et elle est une première productrice mondiale de fibres de carbone. Cette compagnie japonaise est conduite par Kazuha Musumura, directeur général de Toray Industries. Reportage signé Abdul Karim Condé, un Africain candidat au poste de directeur général de l'Organisation mondiale de la santé OMS. Il s'agit de l'Éthiopien Tedros Adhanom qui a été pendant 8 ans ministre de la santé de son pays. Tedros Adhanom est en Guinée pour solliciter le soutien de notre pays dans sa candidature à la tête de l'Organisation mondiale de la santé. Il a été reçu mercredi par le chef de l'État, professeur Alpha Condé, Almami Kala Conté. L'Organisation mondiale de la santé est l'autorité directrice dans le domaine de la santé et des travaux ayant un caractère scientifique, d'où l'enjeu lié au poste de directeur général de l'organisation onusienne. 3 candidats sont en lice, dont un seul Africain, en la personne de l'Éthiopien Tedros Adhanom, qui a rencontré le président Alpha Condé. Au sortir de sa rencontre avec le chef de l'État, il se dit rassuré du soutien du président en exercice de l'Union africaine. I am the candidate for the Director General position. Je suis candidat pour le poste de directeur général pour l'Organisation mondiale de la santé. Je suis venu en Guinée pour remercier le président de la République pour le support qu'il m'a donné. Je suis venu aussi parce que toute l'Afrique m'a supporté pour ma candidature. Le président Condé étant le président de l'Union africaine, il était normal que je fasse le pas pour la Guinée. Il a été pendant 8 ans ministre de la Santé de l'Éthiopie avant d'occuper le
le portefeuille du ministère des Affaires étrangères. Il est actuellement ministre conseiller du Premier ministre éthiopien chargé des questions de santé. Fort de toutes ces expériences, Dr Tedros se déclare comme un candidat idéal pour occuper le poste de directeur général de l'OMS. Par rapport aux résultats que j'ai déjà eus sur le terrain en Afrique, je pense que tous ces gens-là qui vont voter, ils sont conscients de ça. Les élections au poste de directeur général de l'OMS auront lieu le 23 mai prochain lors de la 66e Assemblée mondiale de la santé à Genève en Suisse. Dr Tedros compte succéder à l'actuelle directrice générale, le Dr Margaret Chan, qui est au terme de son deuxième mandat de 5 ans. Almami Kalakonte sur Radio Guinée Économie dans cette édition de Guinée Soir avec la 5e édition du symposium minier guinéen qui se tiendra du 9 au 11 mai prochain à Conakry sous le thème secteur minier, levier de transformation de l'économie nationale au profit de tous les acteurs. La rencontre va regrouper 500 délégués et plus de 2000 visiteurs. Le ministre des Mines et de la Géologie a tenu un point de presse pour annoncer les couleurs de cette 5e édition du symposium minier guinéen. Bangali Kondé. Après plusieurs années d'interruption, le symposium minier guinéen est encore relancé. La plus grande rencontre minière de l'Afrique de l'Ouest se tiendra du 9 au 11 mai 2017 à Conakry. Ce rendez-vous minier va regrouper 500 délégués nationaux et internationaux, une centaine d'exposants ainsi que 2000 visiteurs. Le ministre des Mines et de la Géologie donne la portée de cette rencontre minière. Abdoulaye Magasouba. Nous aurons bien sûr aussi des visiteurs, des stands qui seront tenus par les acteurs miniers. Comptons recevoir environ 2000 visiteurs au niveau de ces stands-là et au niveau des autres activités du symposium. L'État ne décaissera pas un seul franc pour pouvoir supporter cette activité. Nous avons décidé de réaliser cette activité avec un professionnel, Amtrade, qui a l'expérience de l'organisation de ce type d'événements un peu partout dans la sous-région et même au-delà. Selon le ministre des Mines et de la Géologie, ce symposium sera un espace de présentation des potentialités et des réformes engagées par l'État guinéen dans le secteur minier depuis 2011. Il faut aussi, bien sûr, présenter les informations géologiques dont nous disposons. Et dans cette présentation-là, l'accent sera mis sur le fait que la Guinée n'est pas un pays simplement riche en bauxite ou simplement riche en fer, mais que nous avons aussi d'autres minéraux pour lesquels le potentiel est important, mais qui sont sous-exploités ou même inexploités. En leur présentant les opportunités d'investissement dans le secteur, pour que nous puissions les amener à investir dans la diversification de la production minière, qui est un objectif fondamental du ministère. Ce symposium est entièrement financé par le sponsoring dont le budget est bouclé, affirme le ministre des Mines. Ce budget est estimé à plus de $6,000 américains. L'organisation est pilotée par la structure Amstrad. Et puis, on vous le disait dans les titres, bientôt une base de données routières sera disponible en Guinée. En tout cas, 30 jeunes cadres du ministère des Travaux publics sont partis mercredi sur le terrain. Leur mission est de faire une campagne de chemin itinéraire de l'ensemble du réseau routier guinéen. 7000 km de route, dont 4000 de routes nationales et 3000 de voiries urbaines seront répertoriées pour la ministre des Travaux publics. Cette activité permettra de faire une bonne programmation. On écoute Oumou Kamara. Depuis mon arrivée à la tête de ce département, je me suis fixé certains objectifs. La promotion de la jeunesse, parce que j'ai trouvé au département plus de 400 jeunes fonctionnaires, mais qui ne sont pas utilisés. Donc j'ai mis en place quelques actions pour pouvoir les former et les utiliser. Donc ça va nous apporter non seulement la formation de ces cadres-là dans la connaissance du réseau, et aussi ça permettra au département de faire une bonne programmation des travaux d'entretien. Vous savez, le réseau routier est beaucoup dégradé. Si la programmation n'est pas bien faite, on passe à côté, on risque d'aller faire l'entretien sur une partie qui ne nécessite pas, et d'autres parties où il y a la nécessité, on le néglige souvent. Ça, c'est un point. Deuxième point, on nous évitera d'avoir tout le temps des travaux d'urgence. Tout le temps, ce pont est cassé là-bas, allez rapidement intervenir. Cette route est coupée, allez rapidement intervenir. Donc, si on a une connaissance parfaite du réseau, ça va nous éviter tous ces problèmes.
C'est l'Union européenne qui appuie ce projet dans son volet appelé DEVI Programme. Elle compte poursuivre cette assistance pour améliorer le secteur des travaux publics en Guinée. Verlin Smith, chef section infrastructure à l'Union européenne, des propos recueillis par Mohamed Touré. C'est un projet très vaste qui englobe en fait tous les aspects qu'on peut s'imaginer des travaux publics et des transports. Donc on appuie les deux ministères. Il y a un grand volet d'appui institutionnel où on appuie les travaux publics et en même temps les transports. Évidemment, dans les travaux publics, le premier souci c'est de préserver le patrimoine routier qui est là et de l'améliorer en même temps. C'est pour cela qu'aussi qu'on voit les travaux sur la RN2, donc entre Kissidougou et Guékédou qui sont presque terminés. Pour ces jeunes cadres du ministère des Travaux publics qui sont maintenant partis, ils sont au nombre de 30. En fait, ils vont couvrir toutes les routes nationales du territoire. C'est ce qu'on appelle une campagne itinéraire. Donc ils vont regarder bout à bout quels sont les lieux les plus détériorés. Donc ils vont vraiment inventoriser tous les réseaux nationaux. Ils vont le mettre dans une banque de données routières. Et sur base de cette banque de données routières, après on va pouvoir faire une meilleure programmation de quels travaux d'entretien, quels travaux de réhabilitation est-ce qu'on doit appuyer pour le pays. Qu'est-ce que aussi est le budget que le gouvernement doit mettre pour assurer l'entretien. Donc le DEVI Programme, c'est le plan de travail annuel qu'on a élaboré ensemble avec le ministère des Travaux publics. Ce programme de travail annuel, il consiste quand même d'une activité très importante qu'on lance aujourd'hui. Vous suivez Guinée Soir, la deuxième grande édition d'information de notre station. Des centaines de jeunes sortant des universités et des études professionnelles seront bientôt reçus dans des entreprises privées pour des stages de formation pratique. Ces stages s'inscrivent dans le cadre de la composante 2 du programme Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes, un programme financé par la Banque mondiale à hauteur de 20 millions de dollars US. Selon le ministre de la Jeunesse, des missionnaires sillonnent actuellement des entreprises partenaires pour le démarrage des stages. Moustapha Naïté sera d'ailleurs notre invité en fin de journal. D'ici là, nous prenons la direction de Kindia où les travaux de l'atelier de l'intégration de l'éducation sexuelle en milieu scolaire ont démarré jeudi à Kindia. Donc, ils visent ces travaux la formation des encadreurs responsables des clubs des écoles des régions de Mamou, Kindia et Conakry. C'est le tout nouveau ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation qui a présidé l'ouverture de cet atelier. Ibrahim Khalil Konati a évoqué la nécessité de lever le mythe autour de la sexualité pour un meilleur épanouissement de la jeunesse. Mamadi Sidiki Kamara, envoyé spécial. Dans son discours d'ouverture de cet atelier, ici à Kindia, le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation a mis un accent sur l'urgence de la démystification du sexe dans nos sociétés. Pour ce faire, il pense qu'il faut soutenir l'intégration de l'éducation sexuelle en milieu scolaire. Ibrahim Khalil Konati. Dans notre société, le sexe est tabou. Nous-mêmes, responsables pères de famille, on en parle peu à nos enfants. C'est pour cela que cet atelier vient combler un vide. Il s'agit de démystifier totalement le tabou qui est autour du sexe, parce que nous allons le mettre dans le cursus de formation et que les enseignants vont s'en approprier et véhiculer dans le cadre de l'éducation sexuelle ce tabou qui constitue aujourd'hui le sexe. Cette initiative du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation à travers sa direction nationale de l'éducation civique est financièrement appuyée par le Fonds des Nations Unies pour la population et techniquement soutenue par l'UNESCO. Cheikh Fall, représentant de l'UNFPA en Guinée, annonce l'engagement total de son institution. Notre part d'engagement, il est total parce que cela fait partie du cœur de notre mandat. Les jeunes constituent un élément extrêmement important et nous savons que la population guinéenne est jeune à plus de 75%. Si cette population-là n'est pas en bonne santé, il est illusoire de vouloir penser à une Guinée émergente, à un développement économique prochain. L'atelier de Kindia va durer 4 jours et les conclusions sont très attendues au ministère en charge du préuniversitaire et de l'alphabétisation. Mamadi Sidiki Kamara, notre envoyé spécial à Kindia. Religion, cérémonie de lecture du Saint-Coran et de prière mercredi dans le district de Kamikolo. Kamikolo, c'est dans la sous-préfecture de Kolaboui, tout ça dans la préfecture de Boké. C'est pour rendre hommage à l'âge Madiba Diaby Kandiola, l'un des érudits de la communauté Diakanké, et aussi pour la paix et la prospérité en Guinée. Plusieurs religieux ont pris part à la cérémonie sous le regard de notre reporter Elhaj Morlaï Souma.
C'est en prélude au Grand Fidao, prévu les 8 et 9 avril prochains au Sénégal, que les talibés du grand érudit El Hadj Madiba Diaby Kandialo et la communauté Diakanké de Kamikolo ont organisé ce rendez-vous dans le district de Kamikolo, sous-préfecture de Kolabouni, dans la préfecture de Boké. C'était pour rendre hommage à ce grand érudit qui, durant toute sa vie, s'est battu pour le rayonnement de l'islam en Guinée et au Sénégal, mais aussi pour la paix, l'unité nationale entre tous les fils de la Guinée. El Hadj Karamba Girassi est l'initiateur de la rencontre. On a commencé ici depuis 29 ans, mais cette initiative, notre grand Valive qui est décédé au Sénégal, plus de 30 ans. C'est à cause de ça on a commencé à organiser à cette année-là pour faire des scènes coraniques là. Quand on finit faire ça, mardi prochain, on doit quitter ici en Guinée pour aller au Sénégal pour faire des grandes prières là-bas. On a fait des gens de coraniques là pour organiser réconciliation, prière pour notre pays, prier pour notre président, prier pour notre gouvernement, prier pour nous-mêmes. Cette cérémonie a mobilisé plusieurs chefs religieux venus de toutes les contrées de la région de Boké. L'inspecteur régional des affaires religieuses de Boké a salué l'initiative de la communauté Diakanké, El Hadj Mohamed Wakili Yatara. Habituellement, ils organisent ça au Sénégal, plus précisément à Kandialo. C'est ce qu'ils veulent faire organiser ici pour que tous ces patriotes guinéens installés en Guinée et ailleurs, qu'ils puissent se retrouver chaque fois en Guinée pour parler de la fraternité, du développement, pour se donner la main pour le développement de notre cher pays. Le district de Kamikolo, réputé dans la pratique de l'islam, est situé à 15 km de la sous-préfecture de Kolabouni, préfecture de Boké. Et là, Jean-Morla Issouma sur Radio Guinée. Rubrique santé de cette édition de Guinée Soir. On s'intéresse aujourd'hui à la fistule obstétricale ou vésico-vaginale. Cette maladie est très fréquente en Afrique subsaharienne. Elle touche le plus souvent les femmes qui ont eu un accouchement long et difficile. Aïssata Sidibé a rencontré un spécialiste de la maladie. La fistule obstétricale ou vésico-vaginale est la conséquence d'un accouchement long et difficile. Cette maladie entraîne très souvent la mort du bébé ou une incontinence chronique ou perte d'urine permanente chez la mère. Les femmes vivant en milieu rural sont les plus exposées. Cela à cause de la faiblesse des structures sanitaires de ces régions qui font le plus souvent recours aux accoucheuses traditionnelles. Selon l'OMS, chaque année, 50 000 à 100 000 femmes sont affectées dans le monde et plus de 2 millions de jeunes femmes d'Asie et d'Afrique subsaharienne vivent avec cette pathologie. Dr Daouda Kanté est urologue à l'hôpital Ignace Dine. Parce que le travail d'accouchement a été très long, pour une raison ou pour une autre, ou alors le fait de n'avoir pas posé d'indication d'une césarienne à temps. Toutes ces raisons peuvent entraîner nécrose de la paroi vésicale qui aboutit généralement à chute de l'escar et à créer un orifice, fait communiquer donc la vessie et la cavité vaginale. Ces femmes-là vont donc perdre de façon permanente les urines parce que la vessie a perdu son rôle de réservoir. Le traitement de la fistule vésico-vaginale ou obstétricale est seulement chirurgical. Faire recours donc à la médecine traditionnelle est déconseillé par les spécialistes. Mais la prise en charge prend en compte la réintégration sociale parce qu'en fait la fistule vésico-vaginale c'est une infirmité qui fait que la femme est pratiquement exclue de la société. Même si demain elle parvenait à fermer la fistule, les gens avec la stigmatisation qu'il y a déjà eu, c'est difficile pour ces femmes-là de réintégrer la société. Non traitée, la fistule obstétricale ou vésico-vaginale peut entraîner d'autres complications comme des infections ou des affections rénales. Le coulement des urines au niveau vulvaire peut entraîner beaucoup de lésions, dont des dermatites urineuses, mais aussi plus ça dure, plus la sclérose s'installe. Donc la sclérose, c'est-à-dire que les tissus deviennent durs, on ne peut plus les manipuler. Et dans certains rares cas où les nerfs urétérales sont exposés, là on peut avoir affaire à des pyélonéphrite, parfois même aller jusqu'à l'insuffisance rénale. La persistance de cette maladie est due au manque de ressources humaines et de matériel pour la prise en charge efficace des femmes dans les structures sanitaires les plus reculées du pays. C'est pourquoi Dr Daouda Kanté lance un appel aux autorités. La principale cause des fistules dans les pays sous-développés, c'est la sous-médicalisation. Même si la main-d'œuvre existe, elle n'est pas à endroit. C'est-à-dire que vous trouverez à la maternité d'une ville 50 médecins, étant donné qu'il y a dans la même ville des structures
qui n'ont aucun médecin. La répartition de la ressource humaine est disparate et inégale. Ce qui fait que dans les villages reculés, ce sont les vieilles mamans qui sont là, qui assurent le rôle d'accoucheuse traditionnelle aux autorités, de faire en sorte que la ressource humaine, ne serait-ce que disponible, soit bien utilisée. Parce que, en fait, il ne sert à rien de vouloir des stagiaires éternels. Lorsque les gens ont atteint un certain niveau de compétence, il faut les mettre là où il faut pour la population. Éviter les grossesses précoces et respecter les consultations prénatales sont entre autres facteurs de prévention de cette maladie, a-t-il conclu. Vous écoutez Radio Guinée dans la deuxième grande édition d'information appelée aussi Guinée Soir. On ouvre à présent la chemise Afrique Inter de ce journal à Mauritanie. On vous le disait dans les titres, le projet de révision constitutionnelle sera soumis à un référendum le plus tôt que possible. L'annonce a été faite mercredi soir par le président de la République mauritanienne. Ce projet a été adopté par l'Assemblée nationale et rejeté par le Sénat. Il prévoit la suppression du Sénat et le changement du drapeau national. Selon Mohamed Ould Abdelaziz, le référendum est conforme à la Constitution, notamment à son article 38. En Égypte, 10 soldats ont été tués dans l'explosion de 2 bombes dans la péninsule du Sinaï. L'information a été donnée ce jeudi par le porte-parole de l'armée nationale. L'attaque, comme les précédentes, a été revendiquée par le groupe État islamique. Également, 15 djihadistes ont péri dans les combats selon la même source, sans pour autant préciser la date des violences. Le Maroc décide d'organiser la Coupe du Monde 2026 avec la Côte d'Ivoire et l'Espagne, selon le quotidien Anosa. La même source indique que Rabat a obtenu l'accord de la Côte d'Ivoire pour se joindre à sa candidature. Quant à l'Espagne, les négociations devront commencer bientôt. Le choix du Portugal de la Côte d'Ivoire a été une alternative au retrait du Portugal, avec qui le Maroc avait auparavant envisagé de poser sa candidature. Et puis aux États-Unis, on vous le disait dans les titres également, l'ancien président met en garde les élus pour le changement du projet Obamacare. À quelques heures d'un vote crucial du Congrès sur le système de santé, Barack Obama sort de son silence. Selon lui, tout changement apporté au système de santé doit le rendre meilleur, pas pire pour les travailleurs américains. Attentat à Londres hier, on en sait un peu plus. Le groupe djihadiste État islamique a revendiqué ce jeudi l'attentat qui a donc touché la capitale britannique. Selon la police, l'auteur de l'attentat de 52 ans est né en Angleterre. Il avait été inculpé à plusieurs reprises pour possession d'armes. La première ministre Theresa May appelle ses compatriotes à ne pas céder à la terreur. En Belgique, le conducteur qui a tenté de foncer sur la foule à Anvers a été arrêté jeudi. Selon le parquet fédéral belge, il s'agit d'un Français âgé de 40 ans, domicilié en France. Il a été arrêté avec plusieurs armes, dont un fusil dans le coffre de son véhicule. Incendie ce jeudi dans un dépôt d'armes à l'est de l'Ukraine. Selon des informations, ce dépôt d'armes avait donc plus de 130 000 tonnes de munitions et d'obus. Pour le moment, aucune perte en vie humaine n'a été signalée par les autorités locales. Quelques 20 000 habitants ont reçu l'ordre d'évacuer la zone dans un rayon de 5 km. Retour à l'actualité nationale pour faire face à notre rubrique invité du journal, rubrique qui reçoit aujourd'hui pour vous, mesdames, messieurs, le ministre de la Jeunesse. Avec Moustapha Naïti, nous parlons du programme Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes. Il est notamment question de la composante 2 du programme qui vise à placer des jeunes dans les entreprises pour des stages pratiques. Le ministre Moustapha Naïti est interrogé par Amara Kamara. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Il y a 2 ans, le président de la République lançait le programme Booster les compétences. Le programme est aujourd'hui dans sa phase de mise en œuvre. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? Alors, je voudrais encore vous dire que ce programme initié par le président Alpha Condé, qui consiste à booster les compétences pour améliorer l'employabilité des jeunes, rentre dans une vision globale, tirer la croissance vers le haut à travers l'investissement dans le secteur privé. Vous constaterez aujourd'hui qu'il y a beaucoup
de choses qui ont été mises en place à travers la construction naturellement des hôtels, des voies aériennes qui s'ouvrent vers la Guinée pour favoriser l'investissement direct, en sorte que notre économie puisse se prendre en charge. Et quand on veut que notre économie puisse décoller et avoir une croissance positive, inclusive, il faudrait investir dans les ressources humaines. Et donc ce projet, il y a 2 ans, a été imaginé justement pour voir comment accompagner en qualifiant la formation au niveau des universités, au niveau des formations professionnelles et techniques, mais aussi en ayant un partenariat public et privé pour pouvoir investir non seulement dans les jeunes, dans leur formation, mais aussi créer des stages de formation dans les entreprises. Donc ce projet de 20 millions de dollars avec la Banque mondiale qui a mis à disposition ce programme vise 3 composantes. Donc une première composante qui est l'amélioration qualité d'enseignement. La deuxième composante vise à créer ces conditions pour permettre aux jeunes d'aller en entreprise, d'apprendre des stages de formation rémunérés naturellement. Et la troisième composante qui vise à favoriser une meilleure gouvernance en investissant la création d'un cadre d'assurance qualité dans les universités, mais aussi à créer des conditions pour pouvoir avoir des données qui pourront être collectées au niveau de l'Observatoire national. Justement, la deuxième composante confiée à la GIP prévoit l'accréditation des jeunes auprès des centres de formation. Comment cette accréditation va-t-elle se faire? Alors, la deuxième composante, c'est de l'éducation à l'emploi. C'est confié à l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi et le Fonds national d'insertion des jeunes pour permettre justement que les entreprises qui répondent à certaines exigences, telles que la capacité d'accueil, telles que des maîtres de stage au sein de ces entreprises et qui ont en place une certaine norme standard nécessaire pour l'apprentissage du jeune. Donc, nous en appelons alors aux entreprises qui existent sur la place, que ce soit des multinationales ou des entreprises locales, qui ont ces capacités d'accueil, qui ont des maîtres de stage, à bien vouloir accepter ces jeunes qui ont besoin d'avoir 3 mois, 6 mois d'apprentissage dans ces entreprises pour justement les permettre d'être des futurs employés modèles et pouvoir peut-être, s'ils ne sont pas retenus dans ces entreprises, aller postuler ailleurs. Je rappelle que cette composante, nous accompagnons les entreprises qui auront été sélectionnées avec l'accompagnement des différents patronats qui existent ici. Il y a une équipe du programme Booster les compétences et une équipe de la GIP qui vont dans les entreprises pour justement voir comment ces entreprises pourront être en mesure de recevoir ces jeunes qui vont faire des stages de formation de 3 mois à 6 mois. Qu'est-ce qui est prévu en termes d'accompagnement dont vous parlez là? L'accompagnement, c'est la prise en charge. La prise en charge de ces jeunes en termes de stage, parce que quand une entreprise doit recruter un jeune, même si c'est pour faire le stage, ça a un coût. Donc nous voulons à travers ce fonds de 4 millions de dollars prendre en charge ce coût-là pour justement faire en sorte que le jeune puisse aller en entreprise, apprendre. Et quel profit ces entreprises auprès desquelles les jeunes vont être accrédités vont tirer comme profit? D'abord, c'est des coûts déjà au niveau des directions des ressources humaines que l'entreprise n'a plus à payer parce que nous prendrons en charge ces coûts, mais aussi ça permet justement à ces entreprises d'identifier des ressources humaines capables de booster l'activité économique même de ces entreprises. Je vous rappelais tantôt la vision même du chef de l'État qui est de favoriser un écosystème de secteur privé qui pourront justement amener la Guinée vers la croissance. Y a-t-il des moyens financiers prévus aussi pour appuyer ces entreprises? Écoutez, dans la première composante, c'est le partenariat public-privé. Donc il y a naturellement un fonds de 13 millions de dollars dans la première composante, des projets qui auront été imaginés en partenariat avec les institutions de formation, soit des universités ou des écoles professionnelles, avec le secteur privé qui en aura exprimé le besoin, monter des projets et ces projets peuvent être accompagnés jusqu'à hauteur de 400 000 dollars qui répondent d'une part à la qualification des étudiants ou des jeunes désireux à travailler dans ces entreprises, mais qui pourra permettre aussi à ces entreprises d'avoir un personnel apte déjà à pouvoir exécuter le travail auquel ils seront confrontés demain. Au bout du rouleau, qu'est-ce qu'on peut attendre de la composante 2? Nous pensons qu'à travers cette composante 2, beaucoup de jeunes pourront avoir une première chance d'aller dans une entreprise et apprendre ce qu'ils ont déjà fait comme théorie dans les classes. Merci bien, monsieur le ministre. Voilà, mesdames, messieurs, ça n'est pratiquement terminé pour cette édition de Guinée Soir. L'édition a été réalisée, comme d'habitude, par Mamadou Bassouma Tessema, assisté du jeune Algassimou Baldé, coordination rédactionnelle Amara Kamara et Aminata Sangaré. Merci à toute l'équipe du journal Parlé qui a alimenté cette édition de Guinée Soir par des reportages. Le journal vous a été présenté par Ali Moussoiré et David Yombuno. Fatoumata Kamara aux opérations techniques a assuré la mise en onde. Merci d'écouter Radio Guinée
Guinée, à Dogomey, à Bisikrima dans Dabola, à Timbo et Douné dans Mamou, à Panziazou dans Massanta, à Kissidougou et un peu partout en Guinée. Au revoir.